À la une, appel au dialogue du chef de l'État. 18 candidats retenus déclinent, ils ne vont pas participer. Éventuelle libération d'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, le chef de l'État n'écarte pas l'idée, mais renvoie la balle aux avocats. Maître Moussa Sarr 1-2, c'est lui le coordonnateur du pool des avocats de Diomaye Faye. Pour lui, il n'est pas nécessaire de déposer une demande de liberté provisoire et c'est parce qu'il estime que le parquet sait mieux que quiconque où passer. Manifestation pour exiger la tenue de la présidentielle F2D. Front pour la défense de la démocratie organise un rassemblement cet après-midi à la place de la Nation, mais les organisateurs disent attendre toujours la réponse du préfet. Parallèlement, Arsounou Élection, qui se bat également pour la même cause, a décliné un plan d'action et appelle à une journée ville morte dans tout le pays le mardi 27 février prochain. La marche du collectif des amicales de l'UCAD prévue ce vendredi, interdite par le préfet. Les étudiants se conforment, reportent ultérieurement la manifestation et interpellent le conseil académique qui se réunit à l'instant pour examiner la question de la reprise des cours en présentiel. Le journal international Anna Rocha, le sport Cheikh Tidiane Diagne, la presse du jour Mohamed Ali Mouba à la une, la communication du chef de l'État hier et puis le 2 avril prochain, fin de mandat pour Macky Sall. Il va donc quitter et il l'a dit hier, comment gérer la transition si d'ici à cette date un nouveau président n'est pas élu. Débat en fin de journal dans la rubrique Point de vue. Bienvenue à tous à la technique de ce journal Aliouba. Le FC 25 ne va pas participer au dialogue du chef de l'État prévu lundi lors d'une interview accordée donc à des médias locaux. Vous entendrez avant la fin de cette édition Mamboy Diaw qui fait partie du FC 25. Le professeur Amsatou Sow Sidibé, elle déclare que le Sénégal est dans une impasse et seul le dialogue peut aider à avancer vers des lendemains meilleurs. La candidate recalée répond favorablement à l'invite du chef de l'État. Elle va répondre donc au dialogue si bien sûr elle est invitée. Amsatou Sow Sidibé que je vous propose d'écouter avec Salimata Aou. Les autorités, les citoyens, tout le monde doit veiller à appliquer la règle de droit. Ce n'est que dans ces conditions qu'on parle d'état de droit, mais quand il y a des blocages, il faut rechercher les mécanismes qui peuvent permettre de débloquer la situation. Aujourd'hui, cette concertation, le dialogue qui nous permet de faire la palabre pour arriver à des solutions les meilleures, eh bien, je crois que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. C'est que d'abord, chacun accepte d'appliquer la règle de droit. Je crois que c'est fondamental. Si chacun accepte d'appliquer la règle de droit, encore une fois, dont l'un des objectifs est d'assurer la sécurité, eh bien, les choses seront plus simples. On est en période électorale. Que dit la loi électorale? Que dit la Constitution? Quand on applique ces règles, tout est plus facile. Maintenant, lorsqu'il y a une impasse, parce que lorsqu'il y a une impasse, eh bien, on doit trouver des mécanismes qui peuvent rapprocher les Sénégalais. Parce que l'intérêt supérieur de la nation, c'est l'objectif ultime. Je suis connue mondialement, internationalement, comme étant une femme de paix. Je fais partie, depuis 2005, des 1000 femmes du monde nominées prix Nobel de la paix. Pas nommées, mais nominées. Ça signifie que je dois me battre pour qu'il y ait la paix partout où il y a des conflits. Amsatou Sow Sidibé qui participait donc à un colloque ce matin, colloque sur la paix, la sécurité et la démocratie, propos recueillis par Salimata Aou. Je vous l'annonçais tantôt, le FC 25 qui décline l'invite du chef de l'État, il ne va pas donc participer au dialogue qui démarre lundi. Là-dessus, nous écoutons Mamboy Diaw, membre du FC 25, au micro de Koumba Sandiane Faye. Le collectif FC 25 qui vous a invité aujourd'hui à ce point de presse vient réagir à l'entretien que le président de la République a accordé à la presse hier, lequel entretien nous a tous laissés déçus parce que nous attendions que le président de la République dise dans quelles conditions la décision 1C du Conseil constitutionnel du 15 février devait être appliquée. Malheureusement, contrairement à sa lettre du 16 où il disait prendre acte de cette décision, nous voyons qu'il ouvre d'autres brèches. Il lui était demandé dans cette décision, au plus vite, d'organiser les concertations qu'il fallait pour que le scrutin se tienne
et que cela se tienne dans les conditions normales avant le 2 avril. Nous avons entendu le chef de l'État parler de concertation avec des acteurs politiques qui ont des intérêts concurrents. Donc nous pensons que le seul objectif qui est visé dans cette discussion, c'est de montrer à la face du Sénégal que les politiques ne sont pas d'accord sur le déroulé. Donc puisque nous connaissons son objectif, nous refusons d'aller à ce dialogue. Le seul dialogue que nous acceptons, c'est le dialogue que nous avions préalablement défini en disant que les seuls interlocuteurs des autorités en charge des élections, c'est le dialogue entre les candidats et eux. Aucun autre dialogue ne peut être possible. À défaut, nous lui donnerons l'occasion de poursuivre indéfiniment ce mandat qu'il va utiliser sous d'autres formes. Nous avons entendu la communauté internationale réagir hier. Ce qui est dangereux, c'est que dans cette communication, la communauté internationale semble dire que le 2 avril est consacré comme la fin du mandat et qu'ils s'en réjouissent. S'ils veulent aider le Sénégal, qu'ils comprennent que leur responsabilité, c'est d'être aux côtés des Sénégalais qui sont fatigués par cette crise qui ne finit pas. Mamboy Diaw, membre du FC25, le FC25, donc qui regroupe 18 candidats de la présidentielle. Le dialogue politique qui démarre ce lundi, objectif ratisser large et permettre aux recalés d'intégrer. Mais selon des sources, c'est la liste des 19 candidats qui va être tout simplement reconduite. Mohamed Ali Mouba. Selon des sources, la reprise du processus n'est pas en vérité à l'ordre du jour. Le dialogue ne servira qu'à constater les désaccords. En 2 jours, vu le fossé entre les partis, il est peu probable qu'on s'entende. Conséquence, la patate chaude va être refilée au Conseil constitutionnel qui va conforter ses décisions avec la liste des 19. Les enjeux ici, c'est donc la gestion de l'après 2 avril. Macky Sall va-t-il diriger la transition? Est-il intéressé? Va-t-il démissionner la veille? Pour le moment, on verra, dit le chef de l'État. Les enjeux dans ce dialogue, c'est donc d'obtenir qu'il ne dirige pas la transition pour décourager toute velléité de prorogation du mandat présidentiel de la part de son successeur. En tous les cas, le dialogue va avoir lieu du lundi au mardi prochain au CICAD, Centre international Abdou Diouf de Diamniadio. Sont invités tous les partis politiques, la société civile et les religieux notamment. Mais déjà, certains déclinent l'invitation. Ils disent qu'ils ne sont pas intéressés et demandent juste la date pour aller à la présidentielle. Mohamed Ali Mouba, le Front pour la défense de la démocratie qui organise un rassemblement cet après-midi à la place de la Nation. C'est pour exiger la tenue de la présidentielle. Les organisateurs attendent toujours l'autorisation du préfet. Par ailleurs, le F2D rejette le dialogue national qui se tient la semaine prochaine. Ababakar Mboup, un des initiateurs du Front pour la défense de la démocratie. Le président de la République, M. Macky Sall, le 3 février dernier, a posé 3 actes inqualifiables, inadmissibles. Il a d'abord violé la Constitution en arrêtant le processus électoral. Il s'est arrogé des prérogatives que ne lui confère pas cette même Constitution et a encouragé aussi à violer la Constitution. Ce qui, de fait, prive le peuple sénégalais qui est souverain de ses prérogatives, c'est-à-dire de son pouvoir, parce que c'est ce peuple-là qui détient ce pouvoir constituant. Seul le peuple sénégalais peut décider de choisir qui doit présider en tout cas à sa destinée et sur quelle durée. Et aujourd'hui, il a tout chamboulé. Il revient au peuple qui est souverain de sortir manifester pour rétablir en tout cas ces droits. On n'a pas encore en tout cas des informations en provenance de la préfecture, mais de toute façon nous avons pris nos dispositions et nous allons manifester. Parce que c'est un droit constitutionnel, on le rappelle. Est-ce que vous allez participer au dialogue initié par le président de la République pour parler de l'élection présidentielle? Mais dialoguer sur quoi? Dialoguer sur quoi? Concrètement? Il lui reste juste d'organiser l'élection et en tout cas et de passer le témoin. On dialogue sur quoi concrètement? Le Sénégal est-il menacé? Le Sénégal est-il en guerre? Les institutions fonctionnent normalement. Mais on va parler de quoi? De quoi? Franchement, je ne vois pas. On ne va pas en tout cas valider en tout cas ce deal. Comme on l'appelle. Mamadou Mboup, un des initiateurs du Front pour la défense de la démocratie, le F2D, qui appelle donc à un rassemblement
Cet après-midi, à la place de la Nation, les manifestations en vue justement pour exiger la tenue de la présidentielle demain samedi. 11h, rassemblement à l'appel du F24 au terrain des HLM de Grand Yoff. 15h l'après-midi, tribune citoyenne à l'esplanade de la mairie de Grand Yoff le dimanche 25, date à laquelle le scrutin devait se tenir. Simulation de vote au siège de la plateforme des acteurs non étatiques assise au terrain Sacré-Cœur sur la VDN. Et enfin, le mardi 27 février, journée ville morte dans tout le pays, un plan d'action décliné par la plateforme Arsounou Élections. Le collectif des familles des détenus dits politiques tient une conférence de presse cet après-midi. Rendez-vous à 15h au siège d'Amnesty International Sénégal. Lors de son face-à-face hier avec les journalistes, le président de la République a évoqué l'éventualité d'une libération des détenus comme Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Le coordonnateur du pôle, les avocats de ce dernier, de Bassirou Diomaye Faye, donc s'en réjouit. Toutefois, Maître Moussa Sarr déclare qu'il n'est pas nécessaire donc de déposer une demande de mise en liberté provisoire, car selon lui, le parquet sait mieux que quiconque par où passer pour faire libérer Bassirou Diomaye Faye. Maître Moussa Sarr au téléphone avec Eladji Ndiogou. Si effectivement le pouvoir, à travers la chancellerie, donnera des instructions au parquet pour la libération de tous les détenus politiques, y compris mon client Bassirou Diomaye Faye, je ne peux que m'en féliciter en attendant la mise en œuvre de cette volonté politique de l'État. Et je rappelle que Bassirou Diomaye Faye, ainsi que tous les détenus en prison actuellement, ainsi que ceux qui ont bénéficié récemment d'une libération, sont des détenus politiques. Et c'est la politique qui avait présidé à leur arrestation, c'est la politique qui va les libérer. Donc il y a aucun doute sur ça. Donc ils étaient en détention politique, certains sont toujours en détention politique. Donc je me félicite de cette décrispation, de cet apaisement qui va dans le sens de la stabilité de notre pays. Tant mieux. Mais pour libérer encore une fois un détenu politique, on n'a pas besoin de l'intervention d'un avocat, comme l'a fait le procureur de la République en usant de l'article 128 du Code de procédure pénale. Il faut continuer à user de ce même article pour faire libérer tout le monde. En tout cas, moi, je n'ai reçu aucun mandat de M. Bassirou Diomaye Faye pour introduire une telle demande de liberté provisoire. Et une telle demande de ma part, venant même de mon client, serait même superflu et superfétatoire. Ce n'est pas nécessaire qu'on dépose une demande pour la libération de M. Bassirou Diomaye Faye. C'est l'État du Sénégal qui l'a arrêté pour des raisons politiques. Il appartient à l'État du Sénégal de prendre les dispositions comme il l'a fait jusqu'ici pour faire libérer plus de 300 détenus politiques. Bassirou étant un des détenus politiques parmi tant d'autres qui sont actuellement en prison. Il appartiendra à l'État d'instruire le parquet, mettre des poursuites pour que le parquet qui avait fait arrêter M. Bassirou Diomaye Faye et les autres détenus politiques d'introduire une nouvelle demande auprès des cabinets d'instruction pour demander leur libération. Maître Moussa Sarr, un des avocats de Bassirou Diomaye Faye, la communication du chef de l'État justement hier à Kaolack, le coordinateur départemental de l'ex-parti PASTEF se dit déçu. Élie Joseph Koli dénonce la forme et le fond et lance un appel aux Sénégalais. Le voici avec Fatoumbo. Lors de son allocution, ou sinon de son entretien accordé à des journalistes triés sur le volet, nous voulons rappeler au président Macky Sall qu'après le 2 avril, s'il n'organise pas des élections inclusives en bonne et due forme et à date échue, il y aura vacance du pouvoir. Qu'est-ce qui adviendrait après? Il a dit aussi qu'il ne va pas démissionner. Donc, il ne donne pas la possibilité au président de l'Assemblée nationale de pouvoir assurer l'intérim. Est-ce que le président Macky Sall voudrait être son propre intérimaire? That is the big question. Dans ce cas de figure, il fallait uniquement initier des concertations avec les candidats qui devaient aller à la présidentielle et non avec des candidats spoliés. Parce que lors de ce dialogue, il y aura des candidats qui auront aussi des dialogueurs qui auront des intérêts totalement antagonistes. Et il sera très difficile en 2 jours de pouvoir trouver des consensus forts. Donc, il ne faudrait pas que le président Macky Sall donne des prérogatives qui ne détient pas. Nous insinuons que le président Macky Sall est en train de jouer au dilatoire et qu'il ne veut pas aller en élection, qu'il ne veut pas aussi en organiser. Dans ce cas de figure, il faudrait aussi éventuellement que le peuple sénégalais puisse se lever comme un seul homme et reprendre son temps. Le peuple sénégalais devrait savoir que ce que le président Macky Sall est en train de faire, il ne le fait pas aux politiciens, il ne le fait ni à Sonko ni à Pastef, il le fait aux 18 millions de Sénégalais. C'est une insulte proférée aux 18 millions de Sénégalais. Et je pense que c'est à eux de pouvoir laver l'affront. Il faudrait véritablement que la population, que le peuple sénégalais s'approprie ce combat-là et qu'il sache que véritablement, c'est son dû qui est en train d'être spolié. Il faudrait forcer le président Macky Sall à quitter le pouvoir par tous les moyens. Midi 15 minutes, la suite du journal, l'amicale des greffiers du Sénégal qui tient une conférence de presse cet après-midi dans un hôtel de la place. La rencontre va porter sur le placement sous mandat de dépôt de leur collègue Maître Ngagne Demba Touré, qui, je le rappelle donc, a été placé sous mandat de dépôt hier. Maison d'arrêt de correction de Ziguinchor. Les détenus ont suspendu leur grève de la faim, décision qui fait suite à une
médiation menée par un chef religieux local. Ce dernier s'est engagé à rencontrer les autorités judiciaires pour la tenue dans les meilleurs délais des chambres criminelles. Certains parmi les grévistes sont victimes des longues détentions préventives. Jusque-là, à Ziguinchor, aucun détenu du politique n'a été libéré. Et nous reparlons de la communication du chef de l'État hier. Pourquoi le président Macky Sall n'a pas voulu parler de son candidat lors de son entretien avec certains journalistes? Le contexte ne s'y prêtait pas, selon des analystes politiques. Pape Amadou Fall, par exemple, directeur de publication du journal La Gazette, il pense que le président doit donc siffler la fin de la récréation pour que son parti se retrouve derrière Amadouba. Et pour Alioune Ndiaye, journaliste, il soutient que le Premier ministre fait des jaloux au sein de la mouvance présidentielle. Seydou Nourouba. Le chef de l'État a esquivé des questions relatives au choix de son candidat lors de son entretien hier. Selon des analystes politiques, c'est le contexte et qui ne s'y prêtait pas. Mais quoi qu'il en soit, Pape Amadou Fall, directeur de publication de la Gazette, pense qu'il est temps que le chef de l'État lui-même prenne ses responsabilités pour accompagner son candidat. Une machine électorale, c'est ce qui permet à un candidat de véritablement bien gagner et de bien relever le défi. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, au sein de l'APR par rapport au constat que nous pouvons faire aujourd'hui. Et celui qui doit calmer le jeu, c'est Macky Sall, qui doit pouvoir dire « Je veux que l'unanimité se fasse autour de mon candidat ». Au-delà des femmes, il y a également des divisions au niveau des hommes. Et tout cela est bien réel, de sorte que si le chef de l'État ne siffle pas la fin de la récréation, on peut bien se demander dans quelles incertitudes plonge Amadouba. Alioune Ndiaye, journaliste analyste, pense que c'est parce qu'il y a des membres de l'APR qui ne veulent pas d'Amadouba au regard de ce qu'il représente. Ils développent beaucoup, mais ils ont du mal à développer ou apporter la preuve du manque de loyauté d'Amadouba. C'est pas parce que quelqu'un est indépendant, c'est pas parce qu'il a des idées qui sont différentes des autres, c'est pas parce qu'il a une volonté d'émancipation, d'indépendance que c'est forcément quelqu'un de déloyal. Donc moi je pense que les gens sont dans des logiques de politique politicienne, c'est-à-dire ils veulent être au plus près du roi pour être couronnés en même temps que le roi, et s'ils sentent que ils sont dans la périphérie plutôt que d'être dans le voisinage immédiat du prince ou du futur prince, ça fait grincer des dents. Le chef de l'État fait-il confiance à Amadouba? Pourquoi certains membres de l'APR veulent lui tourner le dos? Nos analystes pensent qu'Amadouba lui-même devrait prendre ses responsabilités. RFM, la radio de toute l'actualité. Avant la suite du journal, je vous l'annonçais tout à l'heure, cette conférence de presse de l'amicale des greffiers du Sénégal, conférence de presse cet après-midi, une rencontre qui va donc porter sur le placement sous mandat de dépôt de leur collègue Maître Ngagne Demba Touré. L'audience d'hier justement, où le face-à-face entre Maître Ngagne Demba Touré et le juge du deuxième cabinet qui a été perturbé hier par les greffiers du Sénégal, eh bien l'UMS a sorti un communiqué pour condamner sans concession aucune les agissements de ces greffiers hier, émanant des agissements donc émanant d'acteurs judiciaires et collaborateurs de surcroît des magistrats. L'UMS plutôt, l'Union des magistrats du Sénégal, qui affirme sa solidarité agissante à l'endroit du collègue visé et rappelle que nul n'est au-dessus des lois, pas même les acteurs de la justice, et exhorte ces derniers donc à faire preuve de retenue et de professionnalisme en exerçant les voies de recours prévues par la loi. C'est ce qu'on peut lire entre autres sur le communiqué plutôt de l'Union des magistrats du Sénégal. Plus de 1500 maîtres contractuels victimes des lenteurs administratives 2 ans après leur examen professionnel. Ces derniers n'ont toujours pas reçu leur arrêté d'admission pour pouvoir intégrer la fonction publique. Ils ont dit leur mécontentement lors d'un point de presse au siège de la CSA, point de presse tenu ce matin. Adam Ndiaye, le coordonnateur du collectif pour la lutte contre les lenteurs administratives dans le système éducatif, au micro de Salamata Ousmane Diallo. Les maîtres contractuels sont victimes d'injustice dans le système éducatif, car à l'instar des sortants de la FASTEF, ils sont formés pour servir dans l'éducation nationale. Malheureusement, leur carrière est ponctués par des lenteurs pour être vus déjà aux examens professionnels. Ils peuvent rester 2, 3 années et même 5 ans pas dans la brousse sans que l'inspecteur ne vienne les voir à leur examen professionnel. Ça, c'est une étape. Deuxième étape, après que
enseignant ait passé avec brio son examen professionnel, il doit encore attendre la sortie de l'arrêté d'admission définitive pour tout simplement prétendre, après avoir obtenu cet arrêté, prétendre à être intégré dans la fonction publique. Figurez-vous que les jeunes enseignants maîtres contractuels qui ont passé leurs examens professionnels depuis l'année dernière, jusqu'au mois de février où nous sommes, attendent encore la couleur de cet arrêté-là, arrêté essentiel pour leur intégration dans la fonction publique. Ce que nous voulons, c'est tout simplement qu'il y ait la diligence dans le traitement des dossiers des enseignants, qu'il y ait des délais raisonnables, soit vu à temps aux examens professionnels, pour que l'enseignant obtienne son arrêté au maximum 6 mois ou 8 mois après, donc qu'il ait passé son examen professionnel. Cela participera davantage à la motivation des enseignants. Nous sommes dans une posture d'alerte concernant, n'est-ce pas, la sortie de ces arrêtés-là. Il est clair que si cela perdure encore des mois, nous ne manquerons pas de faire des sittings au niveau de la DESCO et de l'éducation nationale, car nous sommes tout à fait dans une lutte légitime. Et puis le préfet de Dakar qui a interdit la marche du collectif des amicales de l'UCAD, marche prévue cet après-midi. L'autorité évoque un risque de perturbation de la libre circulation des personnes et des biens, un motif fallacieux aux yeux des organisateurs qui ont tout de même décidé de reporter la marche. Les étudiants, justement, lancent un appel au conseil académique qui se réunit ce vendredi à l'instant donc pour statuer sur la reprise des cours en présentiel. Le syndicat national des travailleurs de l'hydraulique qui hausse le ton et annonce une grève de 72 heures, 3 jours. C'est pour exiger des pouvoirs publics une augmentation de leur salaire et la généralisation des primes de logement. Autre revendication, le recrutement des bénévoles qui ont fait plusieurs années dans le secteur. Gaston Guillabert, le porte-parole, au micro de Nafissatou Ndiaye. Nous réclamons aux autorités d'augmenter les salaires, de payer les primes de chantier, le recrutement des agents bénévoles et les primes pour les chauffeurs de 60 000 à 120 000. Voilà. Le président a donné des instructions au ministre Seymour Mbaye-Thiam, mais depuis, on n'a rien vu. Les choses ne bougent pas. Et l'hydraulique ne marche pas. L'hydraulique ne marche pas. Actuellement, il n'y a pas de matériel, il n'y a rien du tout. Ouais. Actuellement, vous voyez, tous les camions sont en panne. C'est des camions qui sont vétustes, qui ont duré entre 13 et 15 ans, qui sont là. Il n'y a pas de véhicule. Tous les chefs de brigade n'ont pas de véhicule. Le matériel avec qu'on travaille, c'est nous les agents qui l'achetons. Nous comptons faire la grève. Chaque mois, on va faire 3 jours de grève. Chaque mois. Actuellement, là où je vous parle, au niveau national, tout le monde est en grève. Tout le monde. Tout le monde est en grève. Surtout le Nord. Actuellement, il y a plus de 10 forages qui sont en panne et on ne les a pas dépannés. Gaston Guillabert, le porte-parole du syndicat national des travailleurs de l'hydraulique. Plus de 45 camions gros porteurs immobilisés à Thiès par les autorités compétentes pour défaut de paiement. Transporteurs et chauffeurs ont tenu un sit-in sur place pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'injustice dans la procédure, ce qui fait qu'ils ont du mal à honorer leurs engagements. Charante Diop. Ces transporteurs de marchandises, communément appelés gros porteurs, sont rouges de colère. Ils dénoncent une injustice sur le projet de renouvellement des gros porteurs. Pavouad, membre de la coopérative nationale des transporteurs de marchandises. L'État a financé ce projet d'une valeur de 5 milliards. Au commencement, on nous avait dit que les camions se tournent aux environs de 60-70 millions. Mais on est arrivé à 135 millions le prix d'un camion. On n'arrive pas à payer cette somme. C'est tout le problème qu'on a. Bon, depuis 2021, on n'arrive plus à payer parce que les camions sont fatigués. C'est que chaque camion, il y a un cap de 100 millions, plus le prix des camions. Il n'y a pas un transporteur qui peut payer ça. Un ancien commandant de brigade qui agit au nom de la BND, qui récupère nos camions à partir de Tamba ou bien à partir de Thiès. On peut partir voir, il y a plus de 45 camions qu'il a déjà immobilisés ici. Ces entrepreneurs déplorent aussi le fait de n'avoir aucun interlocuteur. C'est pourquoi ils interpellent directement le Premier ministre et le ministre de tutelle sur la situation. On en a marre actuellement. On ne sait plus où vouer parce qu'on n'arrive plus à rencontrer ni le Premier ministre ni le président. Ces pères de famille-là, ils n'ont que ces seuls camions. Au fond, ceux qui ont eu le projet en main, ils l'ont mal ficelé, c'est mal monté. C'est tout le Sénégal qui est là assis. Il n'y a pas un qui n'arrive à payer les 128 millions. Venus presque de toutes les régions du pays, ces transporteurs se sont retrouvés à la chambre de commerce de Thiès qui était pleine comme un œuf. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. RFM. L'actualité internationale.
Bienvenue à Narocha. Merci beaucoup Barthélémy Ngom. Au Burkina Faso, d'abord, 2 militants de la société civile interpellés à 24 heures, en 24 heures d'intervalle. Ils appartiennent au balai citoyen. On ignore pour le moment les raisons de ces interpellations, mais déjà en novembre 2023, ces militants figuraient sur une liste de personnes réquisitionnées pour aller au front, c'est-à-dire participer à la lutte antiterroriste au Burkina Faso. L'organisation Balai citoyen parle d'enlèvement et appelle ses militants et sympathisants à rester dignes, mais aussi à la libération immédiate de ses camarades. En Côte d'Ivoire, le déguerpissement à Yopougon a causé la destruction d'une école. Ce qui a suscité de vives réactions, c'est un choc au sein des populations et de la classe politique ivoirienne. Le député Michel Gbagbo s'est rendu sur le site, tout comme la porte-parole du maire de Yopougon. On écoute les réactions recueillies par Gobia Yabi sur place. Détruire une école où l'État a affecté plus de 1000 élèves. Tous les ordinateurs et les dossiers des enfants sont partis. Détruire des domiciles construits par des retraités, sans préavis, sous la pluie. On déplore ça. Et moi je tiens à dire, non seulement je condamne ce genre d'activité, mais j'estime que M. Cissé Bakongo, fils de pauvre, ancien instituteur, qui grâce à la politique est arrivé là où il est aujourd'hui, a trahi sa classe. C'est un individu qui ne pense qu'à ses intérêts et qui a utilisé des méthodes de voyous pour faire ce qu'il a fait. Et je condamne ces méthodes de voyous parce que nous sommes dans un état de droit en principe. Des engins agissant sur réquisition du ministre-gouverneur du district d'Abidjan, M. Cissé Ibrahim Bakongo, ont procédé à la démolition de logements et de sites éducatifs et commerciaux situés dans le quartier Yopougon-Jesco. Des centaines de familles se retrouvent ainsi à la rue, sans domicile fixe, dans le plus total dénuement. Environ 1880 élèves sont privés de cours en pleine année scolaire et plusieurs petits entrepreneurs ont vu leur commerce détruit. La municipalité de Yopougon exprime sa pleine et entière compassion avec les victimes de cette énième opération du district d'Abidjan contre ces populations démunies. La municipalité de Yopougon se désolidarise de cette action menée de façon unilatérale par le ministre-gouverneur. Le gouverneur du district justement autonome d'Abidjan avait entamé cette vaste opération de déguerpissement dans le district début janvier. Ces opérations avaient été stoppées du fait de la Coupe d'Afrique des Nations de football, mais elles ont repris dès mardi dernier. Les populations déguerpies sont dans une détresse totale. Le reportage à Yopougon de Gobia Yabi. Yopougon, quartier Jesco, le district autonome d'Abidjan poursuit la libération des emprises le long de l'autoroute du Nord. Depuis quelques semaines, les populations du quartier Pays-Bas vivent au rythme des déguerpissements. Les gars sont venus casser les scores, on dit que pour nous, qu'ils vont laisser, que c'est après vacances, ils vont casser. Maintenant, ici, partis à la maison, à mon retour, maintenant, ils voient les caterpillars, ils sont à casser les scores. Moi, ici, tu dois faire pour nous sur le quartier, ici, en place des amis, je vais faire comment? On dit, on ne veut pas. Ils ont commencé à lancer caca aussi. On fait comment? On est obligé de partir à la maison. Si nous sont prévenus, si c'est la vacance, nos enfants, là, ils vont aller à l'école. Comment les enfants vont aller à l'école de nos jours? On fait comment? Oui, ils demandaient que de Pont-Ferraille jusqu'à la GESCO, c'est 50 mètres, et de GESCO jusqu'au 22, c'est 100 mètres. Et ce matin, étant au travail, en train de travailler, ma femme m'appelle que les machines sont là pour casser. J'ai appelé mes petits au quartier, ils me disent que c'est dans la cité, qu'ils ne vont pas arriver en bas. À 13h, ils m'appellent, il faut rentrer, ils vont tout casser. Et voilà ce qui se passe. Chargés de leurs affaires, des familles entières fuient l'arrivée des bulldozers. On n'a pas dit de ne pas casser. Autorité, c'est autorité. On ne se plaint pas. Mais laissez-nous le temps de demain. Alors que le soleil se couche sur Yopougon, la tristesse et l'incertitude planent sur ce quartier de Jesco, où plusieurs familles dormiront à la belle étoile. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Gobia Yabi, c'est tout Barthélémy pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Merci beaucoup Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le 2 avril, fin de mandat pour Macky Sall, il va donc quitter et il l'a dit hier. Comment gérer la transition si d'ici à cette date un nouveau président n'est pas élu?
Débat dans la rubrique Point de vue avec nos deux intervenants, le professeur Pape Mamour Sy, professeur de droit constitutionnel enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et le professeur Jean-Louis Correa, professeur agrégé de droit privé, membre du collectif des universitaires pour la démocratie. RFI Sport. C'est avec Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour à vous Barthélémy. Du football, la reprise de ce week-end des rencontres du championnat national. Il s'agit de la première journée de la manche retour, coïncident bien entendu avec la 14e journée. Au programme demain samedi à partir de 16h30, Diambar contre Union Sportive de Gorée. Diamano de Fatick accueille à domicile Tenguet FC. Dakar Sacré-Cœur Sonacos est également prévu pour demain samedi. Dimanche, on suivra Union Sportive de Ouakam contre AS Pikine. La Linguère de Saint-Louis va accueillir le Casa Sport de Ziguinchor. Génération Foot accueille l'équipe du stade de Mbour. JFC Giraffe constitue l'attraction. Le Giraffe qui est champion à mi-parcours, les Médinois donc leader. Justement, la Ligue sénégalaise de football professionnel tient ce matin une conférence de presse pour tirer le bilan de la manche aller et aussi annoncer des perspectives. Nous y reviendrons. L'état de la pelouse du stade municipal de Richard Toll inquiète la population de la localité et des autorités sont en train de faire des pieds et des mains pour en tout cas réhabiliter donc le stade municipal et permettre également aux populations de jouir de leur sport. Et là-dessus, nous allons écouter Monsieur Moratal Sall, le directeur de la plantation de la compagnie sucrière sénégalaise, qui s'est d'ailleurs entretenu avec le maire de la localité, des propos recueillis par Mamadou Diagne. En tant qu'ancien joueur, je peux vous dire que cette pelouse, elle ne peut pas nous permettre de voir un boule. Ça, c'est évident. Nous avons joué tous comme très jeunes dans ces conditions. Et si nous voulons un football moderne, nous voulons des jeunes qui puissent casser et aller sur les divisions ou même en équipe nationale, il faut une pelouse digne de ce nom. Donc, on en a parlé avec la mairie. Le responsable de la fondation, son représentant est là. La mairie, on en a parlé. On est motivé et avec la mairie, on va arriver à trouver quelque chose rapidement pour cette pelouse. À la jeunesse, moi, je suis le directeur des plantations. J'ai 5000 employés. Je dois avoir à peu près 3000 ouvriers ou des techniciens, des agents. Mais je vois des arbitres qui sont mes agents. Je vois des joueurs qui sont mes agents, la tribune, les supporters, même les animateurs que je vois danser, je vois des équipes. Donc moi je suis en contact, je suis resté jeune, vous me voyez bien, je suis resté jeune et je suis de tout cœur avec cette jeunesse. Et nous allons faire en tant que Sénégalais, en tant que cadre de la CSS et en tant que Sénégalais, nous allons tout faire pour que ces jeunesses soient satisfaits de la compétition. Voilà, cher Tidiane, et nous parlons des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Le tirage effectué ce matin, l'OM connaît son adversaire. Après la victoire hier contre les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk en barrage de la Ligue Europa, les Phocéens vont affronter Villarreal. À présent, les affiches complètes de ces huitièmes de finale, Spartak Prague, un club de la République tchèque, jouera contre Liverpool. AS Roma Brighton est également prévu. Les Glasgow Rangers de l'Écosse vont jouer contre les Portugais du Benfica. Fribourg, qui a éliminé hier le Racing Club de Lens, jouera contre West Ham United. Sporting Lisbonne, un autre club portugais, fera face à Atalanta. AC Milan jouera contre une autre équipe de la République tchèque, le Slavia Prague. Karabakh va affronter l'équipe du Bayer Leverkusen. Pour rappel, les matchs auront lieu les 7 et 14 mars prochains avec une manche aller au stade. Avec une manche aller, j'allais dire Barthélémy. Donc, il faudrait noter que les matchs auront lieu les 7 et 14 mars exactement. Exactement. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous offre votre revue de presse. La presse de ce matin qui décrypte la communication du chef de l'État hier. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, le face-à-face Macky Sall et la presse sénégalaise face-à-face hier pour tenter de lever les équivoques, les points noirs de la crise qui frappe le pays voilà déjà quelques semaines. Et il était plutôt attendu sur plein de questions, mais une était particulièrement surveillée hier, la date de l'élection. Sur ce point, Macky s'est contenté d'emblée de dire que son bail avec le Sénégal s'arrête bel et bien le 2 avril prochain, mais refuse en même temps de déterminer avec précision la date de la présidentielle sans remettant au dialogue qui va trancher et de dire aussi qu'il ne saurait y avoir de vacances des pouvoirs au-delà de la date fatidique. Pour tout cela, Buzz Bi Le Jour écrit que Macky Sall a parlé, mais il entretient toujours le flou. Selon le journal L'Info, Macky souffle le chaud et le froid à la fois. Pour Sud Quotidien, c'est un saut vers l'inconnu. Aux yeux de Rewmi Quotidien, Macky est dans le dilatoire. La date du scrutin suspendue au dialogue de Macky écrit de son côté le journal Tribune. Commentaire de Sucré Salé, un entretien pour maintenir
retenir le flou, tout ça pour ça. Au sortir de l'entretien du président Macky Sall avec 4 journalistes hier soir, les Sénégalais n'étaient pas plus intelligents que la veille. On pourra même ajouter pire, s'exclame le journal. Le président nous a fait comprendre que les décisions du Conseil constitutionnel que nous croyons inscrites dans le marbre pourraient être contournées par son dialogue qu'il tient à convoquer. Et pour dorer la pilule, il présente aux Sénégalais la sucette de la fin de son mandat le 2 avril sans dire ce qu'il adviendra après. C'est pitoyable de voir Macky Sall faire moins à la fin de son mandat qu'Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, s'exclame encore le confrère. Pour Daoul Thiaw du journal Direct News, aucune surprise dans l'entretien du président Sall. Il avait d'ailleurs annoncé la couleur dans le communiqué du Conseil des ministres. Une chose est sûre, on s'achemine droit vers une présidentielle après le 2 avril 2024. Selon Soursa, qui fait lui aussi dans l'opinion depuis quelques jours, Macky Sall et ses gassis, c'est fini le 2 avril, mais il évacue malheureusement la question cruciale de la date et c'est ce à quoi il devrait s'atteler pour éviter, je cite, l'instabilité et le chaos dans le pays. En tous les cas, le journal LAS note en ce qui concerne l'organisation et la tenue de la présidentielle, Macky Sall s'en lave les mains. Même observation du journal Le Témoin, Macky a refilé les bébés au dialogue et au Conseil constitutionnel. Dans son commentaire du jour, le journal note que le président sera en fait aux 7 sages. Selon Le Soleil, Macky a parlé et il a rassuré les Sénégalais. Et il a soutenu d'ailleurs qu'une réconciliation était nécessaire, la libération d'Ousmane Sonko et de Diomaye, une loi d'amnistie pour passer l'éponge sur tout ce qui s'est passé. Le président Sall et ses vérités enquête note qu'il n'a pas aimé, je cite, cette campagne internationale nauséabonde de diabolisation pour salir son image. Justement, l'image de Macky Sall hier, le face-to-face avec la presse, c'était destiné aussi à la polir. C'était séance de rattrapage après la campagne de diabolisation, indique le journal. L'Obs qui a fait décrypter la communication du président qui laisse entrevoir un horizon d'incertitude. La loi d'amnistie pour Ousmane Sonko et compagnie diversement appréciée. Le journal Les Échos soutient qu'il devrait d'ailleurs être incessamment libéré. Libre incessamment, Ngagne Demba Touré, lui, prend le chemin inverse pendant ce temps. Emprisonné depuis hier à l'issue d'un face-to-face électrique avec le juge d'instruction Mamadou Seck, Maître Bamba Cissé, un de ses avocats, confie au journal qu'en 20 ans de barreau, il n'a jamais vu ni assisté à une audition aussi houleuse. Dans son mandat d'arrêt, le juge du deuxième cabinet écrit ce que suit, sentant l'étau se resserrer autour de lui avec une convocation de la division des investigations criminelles. Ngagne Demba a lâchement pris la fuite pour aller se réfugier au Mali. Placé sous mandat de dépôt, le greffier traite lui aussi le juge de lâche. C'est un avocat et stagiaire qui s'est interposé entre eux pour éviter la bagarre. L'amicale des greffiers du Sénégal sonne la révolte pour une paralysie totale de la justice. Cette amicale donc dénonce les méthodes du juge qui a placé leur collègue sous mandat de dépôt alors même que le procureur n'a pas requis dans ce sens. Selon le journal Soursa, le pastéfien a été plus chargé qu'Ousmane Sonko lui-même, entre autres chefs d'inculpation, outrage à magistrat, violence et voies de fait, offense au chef de l'État, association de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste, atteinte à l'autorité de la justice, acte de nature à compromettre la sécurité publique ou ayant entraîné des troubles graves dans le pays. Bonne nuit à tous. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous ont offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À midi 38 minutes. D'abord, ce rectificatif avant point de vue. Dans son intervention hier dans notre édition spéciale, le professeur Babacar Gueye a dit que le président du Conseil constitutionnel peut être choisi pour remplacer le président de la République. En réalité, il s'est trompé. Donc, le professeur Babacar Gueye. Il voulait plutôt dire le président de l'Assemblée nationale. Le 2 avril, fin de mandat pour Macky Sall. Il va donc quitter, et il l'a dit hier, comment gérer la transition si d'ici à cette date, un nouveau président n'est pas élu? Pour en parler dans cette rubrique Point de vue, nous sommes avec le professeur Mamour Sy. Professeur, bonjour. Professeur Sy, bonjour. Oui, bonjour professeur, professeur de droit constitutionnel, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Notre deuxième intervenant, le professeur Jean-Louis Correa. Professeur, bonjour. Oui, bonjour Barthélémy. Merci professeur agrégé donc de droit privé, membre du collectif des universitaires pour la démocratie. Alors, professeur Pape Mamour Sy, je vous donne d'abord la question. Le Sénégal qui fait face aujourd'hui à une situation
inédite, le mot n'est pas de trop. Le président de la République doit quitter ses fonctions le 2 avril prochain. Il va le faire puisqu'il l'a dit hier et on n'est pas sûr d'avoir un successeur d'ici là. Que dit la Constitution à ce sujet, professeur Sy? Merci beaucoup, Barthélémy. Il faut d'abord, à ce propos, me semble-t-il, poser quelques hypothèses. Parce qu'il est peut-être bel et bien, et peut-être matériellement parlant, possible donc de parvenir à organiser donc, les élections d'ici peut-être la date du 2 avril. Et dans cette hypothèse-là, effectivement, tout va rentrer donc dans l'ordre parce que le président en exercice pourra passer le témoin donc à son successeur. Bon, deuxième hypothèse, on est dans l'impossibilité maintenant matérielle de tenir les élections présidentielles. Et dans ce cas de figure, si entre-temps le président de la République ne présente pas sa démission, bien entendu, on va entrer dans une situation que vous avez qualifiée de situation inédite. Parce que sera en pleine période, disons, de transition. Et dans ce cas de figure, on va s'en référer, comme le chef de l'État a eu à rappeler hier, donc aux sages du Conseil constitutionnel. Et il appartiendra donc à ces 7 sages, bien entendu, d'éclairer la lanterne des Sénégalais en posant les principes, bien entendu, de l'organisation de cette transition. D'accord. Alors, je pose la même question au professeur Jean-Louis Correa. Jean-Louis Correa, professeur, que dit la Constitution à ce sujet? C'est-à-dire, le président doit quitter le 2 avril. Et si à cette date, il n'y a pas de successeur? Je pense que, de l'avis de tous les spécialistes, il faudra ici s'en référer au Conseil constitutionnel. Parce que la disposition qui est agitée, à savoir l'article 36.2, ne sert pas dans ces situations. L'article 36.2 est une disposition qui sert lorsqu'il y a une élection. Donc, le temps d'installer le nouveau président, le président dont le mandat est arrivé à terme, a la possibilité, doit continuer jusqu'à l'installation. Donc, pour moi, l'article 36.2 que l'on agite, et même hier, le président de la République est revenu sur l'article 36.2, l'article 36.2 ne s'applique pas à cette situation. Ça s'applique à une situation d'élection. Le scénario que vous décrivez... Parce que l'article 36.2 dit que le président reste au pouvoir jusqu'à la transmission... Voilà, et l'installation du nouveau président élu. Donc ça suppose qu'il y ait eu des élections. Donc, il faut qu'il y ait élection pour installer un nouveau président. Donc, si on arrive à la date fatidique du 2 avril et qu'il n'y a pas une élection, on arrive à la situation dans laquelle le mandat du président de la République est arrivé à terme et il n'y a personne pour succéder au président de la République. Cette situation-là n'est pas prévue par la Constitution du Sénégal. Et dans une situation pareille, ce qu'on fait, c'est de se référer au Conseil constitutionnel qui va ici dire quelle conduite tenir. Mais en tout cas, l'article 36.2, pour moi, ne peut pas s'appliquer à cette situation-là qui pourrait augurer si jamais l'élection n'est pas organisée jusqu'au 2 avril. D'accord. Mais aujourd'hui, donc, c'est-à-dire en termes clairs, que le Sénégal ne peut en aucun cas se retrouver sans président de la République. En fait, ce qu'il faudrait, c'est appliquer la décision du Conseil constitutionnel. Je pense que actuellement, au sortir de la déclaration hier du président de la République, pour moi, il y a une contradiction entre ce que veut faire le président de la République et ce que dit la décision du Conseil constitutionnel dans la lettre et dans l'esprit. Lorsque le Conseil dit que le président de la République ou bien les autorités administratives doivent organiser l'élection dans les meilleurs délais. Cela veut dire que le chef de l'État, je parle ici sciemment du chef de l'État, pas du président de la République, c'est-à-dire celui qui est le chef de l'État, il lui appartient d'interroger les administrations concernées par l'organisation de l'élection, ministère de l'Intérieur, Sénat, etc. En tout cas, essayer de voir la faisabilité. Essayer de voir avec ces administrations-là comment organiser l'élection avant la fin
du mandat du président de la République que le Sénégal ne se retrouve pas dans une situation où il sera sans président. Et je pense que c'est ça la lettre et l'esprit de la décision du Conseil constitutionnel. Maintenant, en invitant les acteurs au dialogue, ça c'est peut-être le pouvoir d'appréciation du président de la République, il me semble qu'il est en contradiction avec ce que le Conseil constitutionnel entend par les autorités administratives. Je vous invite, dans les meilleurs délais, à organiser l'élection. Et je pense que ce que tous les acteurs du dialogue doivent faire, c'est justement de faire en sorte de ne pas mettre le Sénégal dans une situation où il n'aura pas de président au lendemain du 2. Et le président de la République, sa responsabilité également, c'est de permettre à ce pays qui lui a tout donné, qui lui a permis, lui, d'arriver au pouvoir et de prêter serment dans des conditions normales, de transférer le pouvoir à son successeur dans les mêmes conditions qu'il l'a reçu. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, professeur. Alors, professeur Pape Mamoursi, y aurait-il une contradiction entre les actes posés par Macky Sall et la décision du Conseil constitutionnel, selon vous? Mais à ce propos, il y a lieu de rappeler que même si le Conseil constitutionnel invite donc le président de la République à devoir organiser les élections dans les meilleurs délais, auparavant, le Conseil constitutionnel également avait insisté sur la nécessité pour les acteurs politiques de tenir ce qu'on appelle un dialogue pour arriver peut-être à un consensus. Et là, c'est important, me semble-t-il. Donc, quelque part, il appartient à ces acteurs politiques, dans le cadre d'un dialogue organisé, de devoir trouver donc un consensus. En fait, la discussion aussi aura une allure, j'allais dire même, technique. Quelle est la meilleure tête? Et sauf qu'il y a des candidats professeurs qui ne voient pas du tout l'opportunité de ce dialogue. Là, ils seront quelque part, à mon avis, en porte-à-faux avec l'un des considérants donc, du Conseil constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel s'est abstenu de proposer une date précise, tout en référant effectivement aux acteurs politiques. Maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu. Si ces acteurs politiques-là n'arrivent pas à trouver un consensus, la balle reviendra encore une fois au Conseil constitutionnel qui, donc de guerre-là, va devoir fixer cette date-là. D'accord, mais à supposer que jusqu'au 2 avril, qu'on n'ait pas de président, qui, selon vous, pour assurer la transition? Situation véritablement donc UBS. Et donc, de ce point de vue-là, encore une fois, on va s'en référer à la sagesse des 7 sages du Conseil constitutionnel qui vont nous proposer une solution à ce propos-là. Et le président de l'Assemblée nationale ou une personnalité consensuelle? Oui, non, le président de l'Assemblée nationale, peut-être en cas de démission du président de la République. Là, c'est prévu par la Constitution, ça ne pose pas de problème. Mais je me demande que si maintenant, dans cette situation inédite-là, est-ce qu'on va devoir confier cette charge au président de l'Assemblée nationale? Mais de toute façon, ce n'est pas exclu. Donc la Constitution n'a rien prévu sur ça? Non, situation inédite, situation véritablement exceptionnelle. D'accord. Merci beaucoup, professeur Pape Mamoursi. On vous retrouve tout à l'heure dans le Wolof. Professeur Jean-Luc Correa, je termine justement avec vous. Qui, selon vous, pour assurer cette transition au cas où on n'aurait pas de président à la date du 2 avril? Il faut laisser cette perspective-là tout à fait ouverte. La Constitution ne dit rien sur ça. Et je pense qu'il appartient, comme j'ai dit tout à l'heure, au Conseil constitutionnel de dire ce qu'on fera. On est dans une véritable expectative juridique. On ne sait pas, au-delà du 2 avril, ce qu'on va faire. Et c'est en cela que la situation est grave. Je ne sais pas si tous les acteurs mesurent la gravité de la situation. C'est en cela que la situation est grave. Encore une fois, dans sa décision 1C 2024, le Conseil constitutionnel n'a jamais appelé au dialogue. Le Conseil constitutionnel invite les autorités administratives compétentes à agir dans les meilleurs délais. Je dirais même ici... À organiser l'élection dans les meilleurs délais. Voilà. Et je parle le langage du droit administratif. Le président a à la limite une obligation d'agir. Ça veut dire qu'il doit agir dans les meilleurs délais, en concertation avec toutes les autorités administratives,
pour organiser les élections. Donc le Conseil n'a pas... Donc pour vous, pour faire rapide, le chef de l'État n'avait pas à appeler à un dialogue. Il devait juste se concerter avec l'administration, le ministre de l'Intérieur et ses démembrements pour voir un peu la faisabilité, retenir une date et voilà. Pour moi, lorsqu'on dit prendre acte de la décision du Conseil qui invite en rapport avec les autorités administratives, organiser les élections dans les meilleurs délais, c'est cela que le président devrait faire. Maintenant, ce qui est important à souligner aussi, c'est qu'il y a des acteurs dont la candidature a été validée. Ouais. Ces acteurs-là, il faut les écouter pour voir quel est leur sentiment sur une bonne et meilleure organisation et chercher à entériner quelque chose avec ces acteurs. Parce que le Conseil constitutionnel a redit il y a quelques jours que l'élection se poursuit avec ces 19 acteurs. Mais malheureusement, il y en a parmi eux qui ne voient pas du tout l'opportunité de ce dialogue. Certains ont même dit qu'ils ne vont pas répondre. Oui, mais parce qu'ils sont dans une ligne légaliste, juridique, constitutionnelle, qui dit que le Conseil constitutionnel a déjà dit ce qu'il a dit, le Conseil constitutionnel l'a redit en confirmant la liste des 19. Pourquoi on va dialoguer? Il faut juste respecter la décision du Conseil. Cela permettrait d'aller à une élection, en tout cas avant le 2 avril, pour permettre que le Sénégal ne soit pas dans une situation d'expectative juridique, constitutionnelle et institutionnelle. D'accord. Merci beaucoup, professeur Jean-Louis Correa. Merci, professeur agrégé de droit privé, membre du collectif des universitaires pour la démocratie. Merci également au professeur Pape Mamoursi, professeur de droit constitutionnel, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Eladji Ndiogou Diène. C'est dans moins de 9 minutes. Fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom. Mise en onde Aliouba Digital Maïsambaï. Réalisation Eladji Ndiogou Diène qui sera là dans quelques minutes. Chef d'édition Awambaï Mama Soukan. Bonne suite de programme sur la RFM.